On va parler maintenant d'engagement et de désengagement. L'engagement, ça repose sur une multitude de facteurs qui vont influencer notre capacité à nous impliquer ou au contraire à nous retirer. Et ces facteurs, ils peuvent être divisés en moteurs internes, en motivateurs internes et en motivateurs externes. Donc les moteurs internes, c'est nos valeurs, nos convictions profondes ou des désirs personnels qui vont nous pousser à agir. C'est des moteurs qui sont souvent liés à notre vision du monde, à ce qu'on estime être juste ou à ce qui donne du sens à notre vie. Un engagement nourri par un moteur interne il tend à être plus durable parce qu'il s'appuie sur des raisons qui nous touchent intimement. Pour les motivateurs externes, les motivations externes, on a des facteurs comme, je sais pas, l'argent, la reconnaissance sociale ou des avantages personnels. Les motivations, elles peuvent également favoriser l'engagement, mais elles ont souvent une durée de vie plus courte. Si la récompense disparaît ou ne semble plus suffisante, l'engagement peut s'effriter. Il y a certaines expériences de psychologie sociale aussi qui ont montré qu'une personne qui avait un motivateur interne, par exemple, je dessine parce que j'adore dessiner, si on me donne de l'argent pour que je dessine, à partir du moment où on va arrêter de me donner de l'argent, je vais plus avoir envie de dessiner. Et notre capacité à nous engager ou à nous désengager, c'est conditionné aussi par le système dans lequel on vit et par la manière dont on a organisé notre vie. On vit dans un monde où notre temps, notre énergie et nos ressources sont souvent utilisées au maximum des capacités qu'on perçoit. On calcule en permanence, souvent inconsciemment, si on dispose des ressources nécessaires pour s'engager. Ça va inclure notre fatigue physique ou mentale, nos moyens financiers, notre disponibilité temporelle et même notre capacité émotionnelle à nous investir. On va également avoir une certaine charge mentale et en fonction de notre gestion du temps, on a tous tendance à remplir notre vie en fonction des possibilités qu'on pense avoir. Ça nous conduit à établir des priorités et c'est souvent en lien avec ce qui nous semble le plus urgent ou le plus aligné avec nos objectifs personnels. Le désengagement, il survient souvent quand on perçoit que l'engagement ne contribue plus à nos objectifs ou à ce qui nous semble important. Les coûts associés à l'engagement surpassent les bénéfices, qu'ils ce soit internes ou externes, et les conditions initiales qui ont favorisé l'engagement, elles sont plus présentes, comme un changement dans l'environnement, dans les relations ou les motivations. Le fait de comprendre ces dynamiques, ça va nous aider à mieux appréhender nos propres choix d'engagement et de désengagement, mais aussi à mieux accompagner les autres dans leur processus de décision. Ça s'agit d'un équilibre entre ce qu'on peut offrir et ce qu'on reçoit en retour, tant sur le plan personnel que collectif. Et donc, sur un territoire, on va avoir plusieurs niveaux d'engagement. Les acteurs, on pourrait les classer sur différentes couches d'engagement en fonction de leur disponibilité, de leurs intérêts, des contraintes qui les entourent. Et je propose ici quelques couches d'engagement, mais c'est voilà, c'est arbitraire et c'est juste pour avoir une idée un petit peu de ce que ça pourrait représenter. Par exemple, sur un territoire, la couche d'engagement la plus haute pour le développement du territoire, ce serait les collectivités, les agents et les élus. Ils ont une mission explicite qui est dédiée au territoire et à ses habitants. Leur rôle, il est de structurer, d'organiser, de dynamiser le territoire pour s'assurer le bon fonctionnement et le développement. Et donc leur engagement, il est central à leur mission parce que ça constitue leur raison d'être. Après, on a les entreprises et les commerces sur un niveau moindre d'engagement par rapport au développement du territoire. Et ils sont directement influencés par le dynamisme du territoire. Plus le territoire est attractif, économiquement prospère et bien organisé, et plus ça leur permet de développer leurs activités. Donc leur engagement, il est motivé par un intérêt indirect, mais réel, parce que contribuer au développement territorial, ça peut améliorer leur propre performance économique. Sur la couche suivante, on va avoir les associations qui regroupent des individus autour d'intérêts communs ou de passions. Il y en a certaines qui ont une mission directement tournée vers le développement du territoire, comme les associations culturelles, écologiques, etc. Alors qu'il y en a d'autres qui vont participer indirectement à son dynamisme en organisant des événements ou en renforçant le tissu social. Même si leur implication, elle varie un petit peu, elle joue vraiment un rôle essentiel dans la vitalité collective. Sur la couche suivante, on va avoir les individus dans la population active. C'est des personnes qui vont jongler entre leurs obligations personnelles et professionnelles. Elles doivent gérer leur travail, elles doivent gérer leur famille, leurs loisirs, leurs finances, et souvent elles trouvent peu de temps et d'énergie pour s'investir dans des initiatives collectives. Leur engagement, il est donc limité par leur bande passante, surtout pour celles et ceux qui élèvent des enfants. Cependant, ils peuvent participer ponctuellement à des projets qui ne demandent pas un investissement régulier ou lourd. Ensuite, on va avoir les personnes en difficulté personnelle. Donc, c'est la
un peu la dernière couche, enfin, ouais, au niveau engagement et au niveau participation au développement du territoire, on va retrouver dans cette couche des personnes qui sont confrontées à des défis personnels importants, comme le chômage, des soucis financiers, des difficultés de santé, des difficultés familiales, etc. Et ils peuvent avoir une perception amoindrie de leur légitimité ou de leur capacité à contribuer au collectif. Leur énergie, elle est souvent concentrée sur leur propre survie ou sur un équilibre à trouver, et ils hésitent à s'engager, soit par crainte d'être inutiles, soit par crainte de déranger, ou juste parce que bah, ils ont d'autres choses à penser avant ça. Pourtant, leur intégration et leur participation, elles peuvent être précieuses s'il y a des initiatives adaptées qui leur permettent de se reconnecter au collectif. Parce que ça leur permet aussi, à travers le collectif, de trouver un équilibre dans leur vie. Donc voilà, cette structure, ça permet juste de mieux comprendre les différences de disponibilité et de motivation des acteurs, tout en respectant aussi la complexité de leur situation. Et on va revenir encore une nouvelle fois sur l'impuissance acquise, qui représente donc les limites qu'on a intégrées à notre vision du monde. Donc elles proviennent souvent d'expériences passées où on a échoué, où on a reçu des messages négatifs sur nos capacités, et ces limites qu'on croit vraiment réelles, elles nous empêchent de nous engager pleinement ou même d'envisager certaines actions. Par exemple, si on pense j'y arrive pas, je sais pas faire ou c'est impossible, ces croyances, elles vont influencer nos choix, elles vont réduire nos capacités à agir et elles vont nous conduire à éviter certaines situations. Parfois, on a aussi des préjugés envers le collectif. L'impuissance acquise, elle peut s'étendre à notre perception des autres ou du travail en collectif. Une mauvaise expérience passée, comme un projet qui a mal tourné ou une tension avec un groupe, ça peut nous amener à conclure que bah, le collectif, ça marche jamais, ou de toute façon, dans un groupe, il n'y a personne qui écoute. Et ces croyances, elles deviennent alors des freins supplémentaires à l'engagement dans des actions collectives. Pourquoi c'est un problème? Parce que ça peut nous empêcher à la fois de découvrir nos véritables capacités, de contribuer à des projets qui pourraient nous épanouir ou être bénéfiques pour le territoire, de créer ou de renforcer des liens avec d'autres personnes, ou de changer notre propre vision du collectif. Donc on va juste se renforcer dans nos croyances en évitant les situations qui pourraient amener à les changer. Pour l'engagement, l'intérêt individuel, c'est aussi un facteur très important. Que ce soit pour une structure ou pour un individu, la question de l'intérêt va guider les décisions. Une structure va avant tout questionner si une action rejoint ses intérêts ou contribue à sa mission. De la même manière, un individu va réfléchir à ce qui sert ses propres objectifs. Par exemple, si j'ai besoin d'aller d'un point A à un point B et qu'une proposition m'aide à me rapprocher de mon objectif, je vais avoir plus de facilité à m'engager. Ça peut ne pas nécessiter de ressources supplémentaires ou au contraire permettre d'optimiser l'utilisation de mes ressources pour mieux atteindre mon objectif. Donc plus on comprend les intérêts individuels ou structurels et plus on peut concevoir des dynamiques collectives bénéfiques pour toutes les parties impliquées. Pour ça, il y a la notion de frein et de carburant qui est intéressant pour penser les choses. Quand on envisage de se lancer dans quelque chose, il y a toujours plusieurs choix possibles. Pour qu'un comportement soit adopté ou pour encourager les gens à s'engager dans une action, c'est essentiel de réfléchir à tous les freins qui pourraient exister. Ces freins, ça représente les résistances, les obstacles, toutes les choses qui rendent l'engagement plus difficile ou qui demandent davantage d'énergie. Une fois qu'on a identifié ces freins, on va trouver des moyens pour les atténuer ou pour les éliminer, pour rendre l'engagement plus accessible, pour diminuer la quantité d'énergie nécessaire pour se lancer dans une action ou une autre. Et à l'opposé, c'est aussi important de se concentrer sur le carburant. Ça représente tout ce qui motive, tout ce qui encourage, tout ce qui va donner de l'énergie ou de l'envie et qui va rendre l'engagement plus attractif. Le carburant, ça peut aussi permettre d'accumuler des ressources ou d'ajouter de la valeur à l'engagement et faciliter l'action. Quand il y a plusieurs chemins qui s'offrent à nous, on évalue toujours, consciemment ou inconsciemment, le rapport entre bénéfices et risques. Moins il y a de freins et plus il y a de carburant, plus un chemin devient évident et attrayant. Mais c'est crucial de noter que les freins sont différents pour chaque personne. Si l'objectif est d'être inclusif, il faut interroger une diversité de profils pour identifier les freins spécifiques à chacun et comprendre ce qui constitue leur carburant. Parfois, ces freins ne sont qu'une perception erronée. Dans ce cas-là, fournir les bonnes informations, ça peut suffire à dépasser les perceptions et à faciliter l'engagement. Mais c'est pas toujours le cas. Un exemple de frein qui est intéressant de regarder, c'est celui qu'on appelle le coût social. C'est la perception qu'on a des conséquences sociales potentielles de nos actions. Si par exemple je fais une action donnée, je peux anticiper des jugements ou des réactions des autres, comme me dire bah, si je fais ça, les gens ils vont me regarder de travers, ou je vais passer pour un abruti, ou ma famille va m'en vouloir, ou je vais perdre mes amis. Tout ça, c'est un coût social en fait.
Ce coût social perçu, il peut nous amener à nous restreindre, à éviter certaines actions pour préserver notre image ou nos relations. Par exemple, si je fréquente des personnes qui ont une sensibilité environnementale marquée, comme des écologistes ou des végétariens, c'est possible que je m'empêche de manger dans un fast-food, de proposer un barbecue, ou de faire d'autres choses qui pourraient attirer leur jugement. Dans ce cas, je pourrais craindre que ces actions, elles nuisent à mes relations, elles modifient leur perception de moi, ou pire, qu'elles entraînent un rejet de leur part. Ce coût social, même s'il est parfois qu'une perception, ça peut être suffisamment fort pour influencer nos décisions et nous empêcher de faire certaines choses.